Les vacances sont censées être synonymes d'aventure et de détente, mais pour certains, elles ont tourné au cauchemar. D'accidents étranges à des mystères non résolus effrayants, ces histoires sont aussi troublantes qu'inoubliables. Qu'est-ce qui a mal tourné et comment cela a-t-il pu arriver à n'importe qui? Dans cette vidéo, nous explorons les récits glaçants de touristes qui ont rencontré une fin tragique de la manière la plus inattendue. Préparez-vous pour une heure des morts de touristes les plus troublantes de tous les temps. Par une chaude journée de juin 2012, Audrey et Noémie Belanger ont réservé une chambre à l'hôtel Phi Phi Palm Residence sur les magnifiques îles Phi Phi en Thaïlande. Audrey, 20 ans, et Noémie, 26 ans, étaient originaires de Poenegamuk, une petite ville rurale du Québec au Canada, connue pour sa communauté soudée et ses paysages pittoresques. Toujours active dans les événements communautaires et reconnue pour leur personnalité amicale et dynamique. Les sœurs avaient entrepris ce voyage comme une pause bien méritée dans leurs études universitaires à l'Université Laval. Elles étaient impatientes de découvrir les lieux exotiques et la vie nocturne animée de la Thaïlande. Elles sont arrivées aux îles Phi Phi. Une destination prisée des jeunes touristes le mardi 12 juin 2012. Après s'être installées à l'hôtel, Audrey et Noémie sont sorties pour la soirée et sont retournées cette même nuit. Le lendemain, le 13 juin, elles sont restées dans leur chambre toute la journée. Le personnel de l'hôtel a remarqué qu'elles n'en sortaient pas, sans prêter attention. Cependant, le jeudi 14 juin, une femme de ménage de l'hôtel s'est inquiétée lorsque les sœurs ne répondaient pas à ses coups à la porte. Elle est partie. Mais en revenant ce soir-là et ne recevant toujours aucune réponse, elle a utilisé un passe-partout pour entrer dans la chambre. Ce qu'elle a découvert était horrifiant. Les sœurs étaient allongées, inertes, dans leur lit, couvertes de vomi, avec les ongles des mains et des pieds décolorés en bleu. L'hôtel a rapidement alerté la police locale et une enquête a été immédiatement lancée. L'enquête initiale des autorités thaïlandaises n'a révélé aucun signe de lutte ou de vol. Divers médicaments en vente libre ont été trouvés dans la chambre, y compris de l'ibuprofène, mais rien ne semblait anormal. La police locale a spéculé que les sœurs pourraient avoir succombé à une intoxication alimentaire, peut-être causée par du poisson globe ou des champignons vénéneux. Cependant, cette théorie ne correspondait pas complètement aux symptômes observés. Le docteur Komkrit Fukritiakame, directeur de l'hôpital de Krabi, a procédé à un examen préliminaire et a également soupçonné un empoisonnement. Mais la source exacte restait difficile à déterminer. Les corps des sœurs ont ensuite été envoyés à Bangkok pour une autopsie plus approfondie qui n'a fait qu'ajouter au mystère. En 2009, 2 femmes, une américaine et une norvégienne, étaient mortes dans des circonstances mystérieuses similaires au même complexe. Elles avaient présenté des vomissements sévères et une déshydratation, mais la cause de leur décès n'avait jamais été déterminée. Cela a conduit certains à croire qu'il pourrait y avoir un facteur commun en jeu. Une enquête conjointe menée par The Fifth Estate de la CBC et Enquête de Radio-Canada a mis au jour des preuves troublantes pointant vers un pesticide hautement toxique appelé phosphure d'aluminium, couramment utilisé dans certains hôtels de vacances en Asie pour lutter contre les punaises de lit. Le docteur Pasakor Nakarasewi, du ministère de la Santé de Thaïlande, a admis qu'une intoxication aiguë due à un produit chimique du groupe des pesticides était une explication probable pour la mort des sœurs. Ce pesticide est strictement réglementé au Canada, mais son utilisation en Thaïlande, en particulier dans les hôtels, n'est pas aussi strictement contrôlée malgré des interdictions officielles. Malgré ces découvertes, la cause exacte du décès est restée indéterminée pendant longtemps. Les premières autopsies, effectuées à Bangkok 4 jours après les décès, n'ont montré aucune trace de violence ou de traumatisme. Les pathologistes thaïlandais ont conclu que le répulsif anti-insecte DEUT pourrait être responsable, mais la coroner canadienne Renée Roussel a plus tard exprimé son désaccord, affirmant que la concentration de DEUT trouvée n'était pas toxique. Le rapport final de Roussel, publié après des tests et des investigations approfondies, a désigné le gaz phosphine comme cause probable de la mort. Cette conclusion était appuyée par des cas similaires en Alberta, au Canada, où 2 enfants étaient décédés après avoir été exposés à du gaz phosphine utilisé pour lutter contre les punaises de lit. À Poenegamuk, la nouvelle de la mort d'Audrey et Noémie a choqué les habitants. Les sœurs étaient bien connues et aimées de tous dans la ville. La mort d'Audrey et Noémie Belanger reste un mystère tragique. Les circonstances de leur décès présentent des similitudes troublantes avec d'autres décès inexpliqués sur l'île de Phi Phi et ailleurs en Thaïlande, suggérant un possible schéma d'exposition toxique dans les hébergements touristiques. Le 9 novembre 2022, à Medellín, en Colombie, Paul Nguyen, un Californien de 27 ans, était en vacances avec un ami. Paul était un aventurier, passionné de voyage. Il était aussi connu pour son caractère amical et sociable.
Ce voyage devait être une nouvelle aventure palpitante dans sa vie, mais il s'est terminé en tragédie. Paul était consultant en logistique et nomade digital. Il avait choisi Medellín pour sa vie nocturne animée et son ambiance accueillante pour les travailleurs à distance. Il était également impatient d'assister à un concert de Bad Bunny. Pendant son séjour à Medellín, il a fait la rencontre d'une femme nommée Evelyn Henao Herrera, avec qui il a accepté de se retrouver. Le 9 novembre, Paul et Evelyn se sont rencontrés dans un bar du quartier El Poblado, une zone connue pour ses cafés branchés et sa vie nocturne. Paul a envoyé une photo de lui et Evelyn sur Snapchat à ses amis. Ce fut la dernière fois que quelqu'un eut de ses nouvelles. Vers 2 heures du matin, Paul a été vu quittant le bar avec Evelyn. 2 heures plus tard, ses cartes de crédit ont été utilisées dans plusieurs endroits, dont une pharmacie. Une caissière de la pharmacie a noté que la personne utilisant la carte n'était pas asiatique. L'inquiétude a grandi lorsque Paul n'est pas rentré à l'Airbnb qu'il partageait avec son ami. Au matin, le corps de Paul a été retrouvé près d'une benne à ordures dans le quartier de Robledo, à environ 8 km de l'endroit où il avait été vu pour la dernière fois. La sœur de Paul, Amine Gouyen, a rapidement créé une page GoFundMe pour collecter des fonds afin de rapatrier le corps de Paul et couvrir les frais funéraires. La collecte a permis de réunir 36 015 $, dépassant largement l'objectif initial de 15 000 $. L'enquête a révélé que Paul avait été drogué avec du clonazepam, un sédatif, puis volé. Les autorités colombiennes pensent qu'Evelyn, accompagnée de 2 complices, César Augusto Mendoza Lopez et Brian Taborda Herrera, faisait partie d'un gang ciblant les touristes via des applications de rencontres. Ce gang utilisait des tranquillisants pour neutraliser leurs victimes avant de les dépouiller. Le cas de Paul n'était pas unique. Medellín avait connu une augmentation des crimes similaires. Les touristes étrangers étaient souvent pris pour cible via des applications de rencontres, drogués, puis volés. Amine Gouyen et sa famille ont travaillé sans relâche pour obtenir justice pour Paul. Ils ont engagé un détective privé, Jorge Wilson, pour aider dans l'enquête. Jorge a expliqué que ces crimes étaient généralement commis par de petits groupes organisés. Il a noté que des drogues synthétiques comme le clonazepam étaient devenues les substances privilégiées de ces gangs, car elles étaient plus prévisibles que les drogues traditionnelles comme la scopolamine. Le 4 avril 2023, les autorités colombiennes ont annoncé l'arrestation d'Evelyn Henao Herrera et de ses complices. Ils ont été inculpés d'homicide aggravé, de vol et de conspiration. Cette arrestation a apporté un certain soulagement à la famille de Paul. Amy a exprimé son espoir de voir la justice triompher et a remercié tous ceux qui avaient soutenu leurs efforts. Le 8 juillet 2014, à Varna, en Bulgarie, Lars Joachim Mittank, un touriste allemand de 28 ans, se trouvait à l'aéroport de Varna. Lars avait passé des vacances entre amis au célèbre complexe de Golden Sands avec 5 camarades. Mais le 7 juillet, les choses ont pris une tournure dramatique lorsque Lars s'est disputé violemment avec des compatriotes allemands, supporters de l'équipe rivale du Bayern Munich, dans un bar local. La dispute a dégénéré en une bagarre physique. Lars a disparu du bar cette nuit-là, laissant ses amis incapables de le retrouver. Il est réapparu le lendemain à leur hôtel blessé. Il a affirmé avoir été battu par 4 hommes, ce qui lui avait causé une mâchoire fracturée et un tympan perforé. Ses blessures étaient si graves qu'un médecin lui a conseillé de ne pas prendre l'avion avec ses amis pour rentrer chez eux. Il a donc réservé une chambre pour une nuit à l'hôtel Color Varna, un hôtel bon marché près de l'aéroport. Ce soir-là, le comportement de Lars a pris une tournure inquiétante. Il a passé un appel frénétique à sa mère, Sandra, chuchotant qu'il était en danger et que des personnes tentaient de le tuer. Il lui a demandé d'annuler immédiatement ses cartes bancaires. Sandra a confié qu'elle pouvait entendre les battements de cœur affolés de son fils à travers le téléphone et elle était terrifiée pour sa sécurité. Les caméras de surveillance de l'hôtel l'ont filmé en train de marcher nerveusement dans les couloirs, de se cacher dans l'ascenseur et d'observer par les fenêtres. Il a quitté l'hôtel vers 1 heure du matin pour y revenir 1 heure plus tard, sans qu'aucun indice ne révèle où il était allé. Le lendemain, Lars s'est dirigé vers l'aéroport pour prendre un vol vers l'Allemagne. Il a été filmé par les caméras de sécurité, agissant de manière nerveuse et jetant fréquemment des regards par-dessus son épaule. À l'aéroport, il s'est rendu chez le médecin pour vérifier si ses blessures étaient suffisamment guéries pour qu'il puisse prendre l'avion. Pendant la consultation, un ouvrier du bâtiment est entré dans la pièce. La réaction de Lars a été immédiate et extrême. Il a laissé son sac à dos contenant son passeport, son téléphone et son portefeuille et s'est enfui du terminal. Les caméras de sécurité ont capturé Lars en train de courir à travers l'aéroport, traversant le parking avant de franchir une clôture de 2 mètres.
Il a disparu dans la forêt environnante et malgré des recherches intensives, il n'a jamais été retrouvé. Était-il réellement poursuivi ou son traumatisme crânien et les antibiotiques qu'il prenait ont-ils déclenché un épisode paranoïaque? La Bulgarie est connue pour ses niveaux élevés de trafic humain et de crime organisé, ce qui a poussé certains à spéculer qu'il était effectivement pourchassé. Cependant, les enquêtes policières n'ont pas fourni de preuves concrètes pour étayer cette théorie. Le cas de Lars a rapidement gagné en popularité en ligne, ces derniers instants capturés par les caméras de surveillance devenant une sensation virale. La vidéo a été vue des millions de fois sur YouTube, lui valant le titre de « personne disparue la plus célèbre de YouTube ». Les détectives amateurs et les passionnés de crimes non résolus se sont concentrés sur la vidéo. Certains pensent qu'il a été victime d'un acte criminel, tandis que d'autres pensent qu'il a succombé à un épisode psychotique déclenché par ses blessures et la médication. Malgré toute l'attention médiatique, l'affaire Lars demeure non résolue. Sa mère, Sandra, continue de chercher son fils, gérant une page Facebook dédiée à sa recherche et imprimant des milliers de flyers de disparition. Elle est convaincue que Lars est toujours en vie, mais qu'il souffre peut-être d'amnésie. En 2016, il y a eu une possible avancée lorsque la police brésilienne a tweeté la photo d'un homme barbu marchant pieds nus le long d'une autoroute. L'image ressemblait étrangement à une photo de progression d'âge de Lars. Cependant, il s'est avéré plus tard que l'homme était un travailleur humanitaire canadien porté disparu. En 2019, un chauffeur routier allemand a déclaré avoir pris un autostoppeur qui ressemblait à une version plus âgée de Lars. Malheureusement, cette piste n'a rien donné non plus. Malgré les impasses, Sandra reste déterminée à retrouver son fils. Elle continue de croire que Lars reviendra un jour et qu'il a juste besoin de son aide pour retrouver le chemin de la maison. Le 31 octobre 2023, à Medellín, en Colombie, Johnny Jérôme, un Américain de 45 ans originaire de New York, a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel au Provenza Lofts, dans le quartier d'El Poblado. Il était à Medellín pour célébrer son anniversaire avec son cousin. Ce qui devait être une fête joyeuse s'est transformé en un mystère tragique. Johnny est né en 1978 de Pierre Jérôme et Marie Blanc. Il a grandi en fréquentant régulièrement une école privée et l'église, développant une foi profonde en Dieu. Homme d'affaires accompli et producteur musical talentueux, la carrière de Johnny en tant que responsable des opérations témoignait de ses compétences en leadership et en technologie. Bien qu'il ait gravi les échelons pour devenir cadre, sa véritable passion résidait dans la musique. Johnny est arrivé à Medellín le 29 octobre 2023, 2 jours avant sa mort. Il était venu pour fêter son anniversaire et avait prévu une soirée avec son cousin. Le soir du 30 octobre, ils sont sortis dans une discothèque locale pour profiter de la vie nocturne. Ils ont fait la fête jusqu'aux premières heures du 30 et 1 octobre. Vers 3h30 du matin, Johnny et son cousin sont retournés dans leur suite de luxe au Provenza Lofts, accompagnés de 2 femmes qu'ils avaient rencontrées au club. Les femmes sont parties vers 5h du matin et Johnny est allé se coucher tandis que son cousin est resté éveillé encore un moment, prenant un verre dans le salon. Lorsque le cousin de Johnny s'est réveillé quelques heures plus tard, il a trouvé le corps sans vie de Johnny dans le jacuzzi de la suite. L'eau débordait et la scène était tragique. Le cousin de Johnny a immédiatement demandé de l'aide au personnel de l'hôtel, qui a tenté de le réanimer, mais il était trop tard. Johnny était parti. La nouvelle de la mort de Johnny s'est rapidement répandue. Le lieutenant-colonel Eddie Sanchez de la police métropolitaine de Medellín a confirmé que l'affaire faisait l'objet d'une enquête active. Il a déclaré « Nous sommes en cours de vérification. Une équipe interdisciplinaire est déjà au travail et je ne peux pas en dire plus sur l'événement. » Les autorités avaient devant elles une tâche difficile alors qu'elles tentaient de reconstituer ce qui s'était passé cette nuit-là. Les rapports préliminaires ont suggéré que Johnny avait fêté son anniversaire et était retourné à sa chambre d'hôtel après une nuit de fête. Les 2 femmes qui les avaient accompagnés, lui et son cousin, dans la suite étaient parties tôt le matin et on ignorait si elles étaient liées à la mort de Johnny. Les autorités enquêtaient sur la possibilité d'une overdose impliquant des substances hallucinogènes combinées à de l'alcool, car aucune marque apparente de violence n'avait été retrouvée sur le corps de Johnny. La mort de Johnny a dévasté sa famille et ses amis. Il était un fils, un frère, un oncle et un ami bien-aimé, toujours soucieux de ceux qu'il aimait. Les autorités ont poursuivi leur enquête, cherchant à découvrir la vérité derrière cette mort mystérieuse. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, plusieurs questions restaient sans réponse. Que s'est-il passé exactement dans les heures qui ont précédé la mort de Johnny? Les 2 femmes qui les avaient accompagnés, lui et son cousin, étaient-elles impliquées?
Était-ce une overdose accidentelle ou y avait-il quelque chose de plus sinistre en jeu? Le Provenza Lofts, où le corps de Johnny a été retrouvé, est un hôtel de luxe dans le quartier d'El Poblado, connu pour ses activités commerciales. Le personnel de l'hôtel a pleinement coopéré avec les autorités, leur fournissant toutes les informations qui pouvaient aider à résoudre l'affaire. Ils étaient aussi choqués que tout le monde par cet événement tragique. Le cousin de Johnny, qui était avec lui cette nuit-là, était également un élément clé de l'enquête. Il a donné sa version des faits de la nuit, détaillant leurs activités et les personnes qu'ils avaient rencontrées. Les autorités travaillaient d'arrache-pied pour vérifier ces déclarations et chercher d'éventuelles incohérences ou nouvelles pistes. La possibilité d'une overdose était examinée de près. Les autorités étudiaient les substances trouvées sur les lieux ainsi que leurs éventuelles sources. Elles enquêtaient également pour savoir si Johnny avait des conditions médicales préexistantes qui auraient pu contribuer à sa mort. Les rapports toxicologiques étaient attendus pour apporter plus de clarté sur les substances présentes dans son organisme. Alors que l'enquête était en cours, la famille de Johnny devait s'occuper de la douloureuse tâche de rapatrier son corps aux États-Unis. Ils étaient en contact avec l'ambassade américaine en Colombie qui les aidait dans ce processus. La famille devait également préparer ses funérailles, un événement douloureux que personne n'avait imaginé devoir affronter si tôt. La mort de Johnny le jour de son anniversaire a ajouté une couche de tragédie à un événement déjà déchirant. Sa famille et ses amis étaient laissés avec un immense sentiment de perte et de nombreuses questions sans réponse. Ils se souvenaient de lui comme d'un homme plein de vie, passionné par la musique et profondément amoureux de sa famille. Le 2 mai 2024, le touriste sud-coréen Roh Eui-jong a été vu pour la dernière fois dans une discothèque du quartier animé de Royal City Avenue, RCA, à Bangkok. Ce trentenaire de 34 ans, connu pour ses fréquents séjours en Thaïlande et marié à une Thaïlandaise, profitait de la vie nocturne vibrante lorsqu'un sombre tournant a tout changé. Dès le lendemain, Roh avait disparu, déclenchant une série d'événements qui ont mené à une découverte macabre. Roh était arrivé en Thaïlande le 30 avril avec l'intention d'y rester jusqu'au 13 mai. Le 7 mai, la mère de Roh a reçu un appel glaçant d'un numéro inconnu. L'appelant réclamait 3 millions de bahts, soit environ 100 000 $ en échange de la vie de Roh, affirmant qu'il avait fait disparaître leur drogue. Elle a contacté l'ambassade sud-coréenne en Thaïlande qui a ensuite alerté les autorités thaïlandaises. La femme de Roh, qu'il avait vue pour la dernière fois à la discothèque, a fourni des informations cruciales. Les images de vidéosurveillance ont montré Roh quittant le club vers 2 h du matin le 2 mai en compagnie de 2 hommes. Ces derniers ont été vus en train de conduire Roh dans une voiture de location qui se dirigeait vers Pattaya. Ce fut la dernière fois que Roh a été aperçu vivant. Le 4 mai, les ravisseurs de Roh avaient loué un hébergement près du réservoir de Maprachan à Pattaya. Des images de surveillance les ont montrés en train d'acheter un baril en plastique noir et des cordes. Vers 21 h ce soir-là, un pick-up recouvert d'un tissu noir a quitté l'hébergement, revenant 1 heure plus tard sans sa cargaison sinistre. Ces images ont dressé un tableau sombre pour les enquêteurs. Le 11 mai, des plongeurs de la police ont fouillé le réservoir de Maprachan et ont découvert un baril en plastique noir, lesté de ciment. À l'intérieur, ils ont trouvé le corps d'un homme. Une identification préliminaire a suggéré qu'il s'agissait de Roh, mais la confirmation viendrait plus tard grâce à une comparaison ADN. Le 9 mai, un des suspects avait déjà quitté la Thaïlande et un autre a été arrêté plus tard à Phnom Penh, au Cambodge. Le troisième suspect aurait franchi illégalement la frontière pour se rendre en Birmanie. Le 14 mai, les résultats ADN ont confirmé que le corps était bien celui de Roh Eui-jong. Ses 10 doigts avaient été coupés, vraisemblablement pour empêcher l'identification par empreinte digitale. Malgré cette tentative brutale de dissimuler son identité, la correspondance ADN avec son père et sa sœur ne laissait aucun doute. Les suspects, identifiés comme étant Lee Roon, Lee Yong-jin et Kim Hyung-won, étaient désormais l'objet d'une chasse à l'homme internationale. Lee Roon a été capturé à Jongjup, en Corée du Sud, le 12 mai. Lee Yong-jin a été arrêté à Phnom Penh le 14 mai. Le troisième suspect, Kim Hyung-won, aurait fui vers la Birmanie déchirée par la guerre. L'affaire a révélé que Roh avait été attiré dans un plan criminel impliquant un salon de coiffure et de massage qui pourrait avoir mené des activités illicites. Son ami a insisté sur le fait que Roh n'avait jamais été impliqué dans la consommation de drogue, suggérant qu'il avait été trompé par le gang. Roh avait été enlevé à RCA, transporté à Pattaya et détenu dans l'hébergement loué. Les suspects avaient acheté le matériel pour se débarrasser de son corps, le jetant finalement dans le réservoir. Cette planification et exécution minutieuse indiquaient un crime prémédité. L'aspect international de l'affaire a compliqué l'enquête. La coordination entre les autorités thaïlandaises,
sud-coréenne et cambodgienne étaient cruciales. Des procédures d'extradition ont été lancées pour ramener les suspects en Thaïlande afin qu'ils répondent de leurs actes. Des notices rouges d'Interpol ont été émises, garantissant qu'ils seraient appréhendés s'ils tentaient d'entrer dans d'autres pays. Le mobile du meurtre de Roe restait flou. Les suspects faisaient face à des accusations de meurtre prémédité, de détention illégale et de dissimulation de corps. La police thaïlandaise continuait de rassembler des preuves et des images de vidéosurveillance pour construire un dossier solide. La découverte du corps de Roe de manière aussi atroce a choqué à la fois la Thaïlande et la Corée du Sud. Cela a mis en lumière les dangers de tomber dans les pièges tendus par les gangs criminels et les mesures extrêmes que ces criminels prendraient pour couvrir leurs traces. L'affaire a également souligné l'importance de la coopération internationale pour résoudre des crimes qui traversent les frontières. C'était le 11 mai 2011, à Aurora, dans l'Illinois. Le petit Timothy James Pitsen, âgé de 6 ans, commença sa journée comme à l'habitude. Son père, Jim, l'avait déposé à l'école primaire Greenman. Timothy était un garçon plein de vie. Cependant, sa routine fut brutalement interrompue lorsque sa mère, Amy Frey Pitsen, vint le chercher à 8h10, prétextant une urgence familiale. Ce qui suivit brisa une famille et laissa Timothy porté disparu. Amy emmena Timothy dans un voyage imprévu. Pendant 3 jours, ils visitèrent des parcs d'attractions, des zoos et des parcs aquatiques en Illinois et au Wisconsin. Le 12 mai, ils furent aperçus au zoo de Brookfield avant de s'enregistrer au Key Lime Cove Resort à Gurnee. Le 13 mai, des images de vidéosurveillance les montrèrent au Kalahari Resort dans le Wisconsin Dells. Le 13 mai, Amy passa des appels à des membres de la famille vers midi, les rassurant en leur disant qu'ils étaient en sécurité. Lors de l'un des appels, on entendit Timothy dire qu'il avait faim. Les enregistrements téléphoniques montrèrent que ces appels avaient été passés près de la route 40, au nord-ouest de Sterling dans l'Illinois. Plus tard dans la journée, Amy fut seule sur les caméras de sécurité d'un magasin Family Dollar à Winnebago, Illinois, à 19h30. À 20h, elle fut de nouveau vue seule dans le magasin Sullivan's Food à Winnebago. Vers 23h15, elle s'enregistra à l'hôtel Rockford Inn à Rockford, Illinois. Cette nuit-là ou au petit matin, Amy mit fin à ses jours en se tranchant les poignets et le cou avant de prendre une overdose d'antihistaminique. Une femme de ménage trouva le corps d'Amy à 12h30 le 14 mai. À côté d'elle, il y avait une note s'excusant pour le désordre et affirmant que Timothy était en sécurité avec quelqu'un qui prendrait soin de lui, mais qu'il ne serait jamais retrouvé. Les enregistrements téléphoniques d'Amy montrèrent qu'elle avait parcouru environ 170 miles le long de la rivière Rock en direction de Sterling avant d'éteindre son téléphone. Elle avait déjà fait 2 voyages à Sterling en février et mars 2011 qu'elle n'avait jamais mentionné à quiconque. Le but de ces voyages reste inconnu. La famille de Timothy s'accrochait à l'espoir. Son père, Jim, et sa grand-mère, Linda, n'ont jamais cessé de le chercher. Une théorie suggère qu'Amy aurait organisé l'adoption de Timothy via un réseau illégal, veillant peut-être à ce qu'il soit élevé selon ses souhaits, peut-être dans une communauté religieuse. Cette idée a gagné en crédibilité en raison de l'éducation mormone d'Amy. Hannah Soukup, une amie d'enfance de Timothy, croyait qu'il pourrait se trouver dans une communauté mormone isolée, ignorant sa véritable identité. La grand-mère de Timothy, Linda, soutenait cette théorie, pensant que les actions d'Amy étaient motivées par ses croyances religieuses et son refus d'affronter un autre divorce. Le comportement énigmatique d'Amy et sa note finale ne faisaient qu'ajouter à l'incertitude inquiétante entourant le sort de Timothy. Les dernières images d'Amy et de Timothy ensemble provenaient du Kalahari Resort, montrant une mère et un fils heureux. Au moment où Amy fut vue seule à Winnebago, Timothy avait disparu. La découverte du corps d'Amy à l'hôtel Rockford Inn ne fit que renforcer le mystère. La police trouva de l'herbe, de la terre et des traces de sang dans sa voiture, plus tard déterminées comme provenant d'un saignement de nez que Timothy avait eu quelques mois plus tôt. Les enquêteurs ont exploré de nombreuses possibilités, y compris l'idée qu'Amy avait confié Timothy à quelqu'un avant de se donner la mort. Le manque de preuves et la note énigmatique ont maintenu l'affaire ouverte pendant plus d'une décennie. En 2014, un espoir est né lorsqu'une femme du nord de l'Illinois a signalé avoir vu un garçon ressemblant à Timothy, mais cette piste, comme tant d'autres, n'a rien donné. Le rebondissement le plus étrange eut lieu en 2019, lorsqu'un garçon de 14 ans de Cincinnati affirma être Timothy. Le test ADN ne correspondait pas, et il fut plus tard identifié comme Brian Rini, un homme de 25 ans ayant un passé d'imposteur. La recherche de Timothy a inclus l'analyse des débris provenant du SUV d'Amy, qui ne correspondait pas à la terre du nord de l'Illinois. Malgré les années écoulées, Jim et sa famille ont les gardent espoir. Jim croit que son fils est quelque part, peut-être vivant en dehors des radars, inconscient de sa véritable identité.
Vers 11h30, le 3 août 2021, Nicole Sauvin-Weisskopf, âgée de 57 ans, fut aperçue pour la dernière fois sur des images de vidéosurveillance marchant seule près de la plage d'Ao Yon à Phuket, en Thaïlande. Les images la montraient se dirigeant vers la cascade d'Ao Yon, un lieu populaire mais isolé de l'île. Nicole, de nationalité suisse, était la chef adjointe du protocole de l'Assemblée fédérale de Suisse et était arrivée à Phuket le 13 juillet dans le cadre du programme Phuket Sandbox, qui permettait aux touristes vaccinés de visiter l'île sans quarantaine. À 13h30, le 5 août, soit 2 jours après sa dernière apparition, les autorités locales reçurent un rapport faisant état de la découverte d'un corps près de la cascade d'Ao Yon. Le corps, retrouvé face contre terre dans une crevasse rocheuse et couvert d'un drap noir, fut rapidement identifié comme étant celui de Nicole Sauvin-Weisskopf. La scène était effrayante. Le corps de Nicole était partiellement vêtu, portant seulement un t-shirt et une veste. Non loin de là, la police trouva ses chaussures de sport bleu, un sac à dos noir, des sous-vêtements et son téléphone. L'examen initial par la police et les médecins légistes suggérait qu'elle était décédée depuis au moins 48 heures avec des signes d'agression sexuelle. La sécurité sur l'île fut renforcée tandis que les responsables cherchaient à rassurer les touristes et les habitants. Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha exprima ses condoléances à la famille de Nicole et exhorta la police à accélérer l'enquête. Le commandant régional de la police de Phuket, Kittirat Phonpech, souligna la nature suspecte de la mort. Le sous-inspecteur général ajouta que l'emplacement de la cascade était isolé et généralement connu seulement des locaux ou des experts. L'enquête se concentra rapidement sur les images de vidéosurveillance et d'autres preuves médico-légales. La police arrêta Tirawat Thotip, un homme de 27 ans résidant à Phuket. Thotip, au chômage à cause de la pandémie, avoua son crime lors d'une conférence de presse tenue par la police. Tirawat expliqua que le 3 août, il s'était rendu dans la forêt près de la cascade pour chercher des orchidées sauvages à vendre. En quittant la zone, il aperçut Nicole assise près de la cascade, trempant ses pieds dans l'eau. Tirawat admit que la vue de Nicole l'excita et il décida de l'approcher avec l'intention de profiter d'elle. Il décrivit comment il l'avait saisie par derrière, la plaçant dans une prise d'étranglement. Nicole se débattit et tenta d'appeler à l'aide, mais Tirawat lui enfonça la tête sous l'eau pour la faire taire. Il la maintint ainsi jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Ensuite, il traîna son corps sur le rivage, enleva son short et ses sous-vêtements, mais perdit tout désir sexuel en voyant son corps inerte. Pris de panique, il la couvrit avec une bâche noire trouvée à proximité et vola 300 bahts, environ 6 livres, de son sac à dos avant de quitter les lieux. Les aveux de Tirawat correspondaient aux preuves trouvées sur place et au calendrier établi par les images de vidéosurveillance. Les images avaient montré Tirawat arrivant à la cascade sur sa moto rouge vers 10h et repartant à 13h06, à peu près au moment où Nicole fut vue vivante pour la dernière fois. Dans les jours qui suivirent la découverte du corps de Nicole, les autorités thaïlandaises organisèrent une cérémonie commémorative au Dusit Thani Laguna à Phuket. Le gouverneur de Phuket, Narong Wunsiu, prit la parole lors de la veillée, exprimant la tristesse de la communauté et leur engagement à assurer la sécurité des touristes. Le 7 août 2021, Tirawat fut officiellement accusé de meurtre et de vol ayant entraîné la mort. L'affaire avança rapidement dans le système judiciaire thaïlandais. Le 14 mars 2022, la Cour provinciale de Phuket condamna Tirawat à mort pour le meurtre de Nicole Sauvin-Weisskopf. Cependant, en raison de ses aveux complets et de sa coopération avec la police, sa peine fut commuée en réclusion à perpétuité. Le jugement de la Cour fut suivi en ligne par le mari et le fils de Nicole depuis la Suisse. Ils exprimèrent leur gratitude envers la police et le système judiciaire thaïlandais pour avoir rendu justice. Malgré la tragédie, le programme Phuket Sandbox continua, étant crucial pour l'industrie touristique en reprise de la Thaïlande, sévèrement affectée par la pandémie de Covid-19. Le programme, débuté en juillet 2021, avait rapporté des revenus significatifs et attiré un flux constant de touristes de divers pays. Le 11 septembre 2014, William Tyrrell, un garçon de 3 ans, s'est rendu avec sa famille d'accueil de Sydney pour rendre visite à sa grand-mère d'accueil à Kendall, en Nouvelle-Galles du Sud. Le lendemain matin, William jouait à cache-cache avec sa sœur de 5 ans dans le jardin de la maison de sa grand-mère sur Benarun Drive. Vers 10h, sa mère d'accueil est rentrée à l'intérieur pour préparer une tasse de thé, laissant William et sa sœur dehors. Quand elle est revenue, William avait disparu. Malgré des recherches approfondies menées par la police, aucune trace de William n'a été retrouvée. À 10h57, la mère d'accueil de William a signalé sa disparition et la police de la Nouvelle-Galles du Sud est arrivée peu de temps après. Le dernier son dont elle se souvenait était celui de William imitant le rugissement d'un tigre avant qu'il ne disparaisse. Les enquêtes ont révélé que 2 voitures avaient été aperçues près de la maison ce matin-là. Mais aucun indice significatif n'a émergé de cette piste.
L'affaire, connue sous le nom de Strike Force Rosanne, a impliqué de nombreuses recherches. Le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud a offert une récompense d'1 million de dollars pour toute information, la plus importante dans l'histoire de l'État, mais l'affaire reste non résolue. Le 17 novembre 2021, la police a désigné la mère d'accueil et la grand-mère d'accueil de William comme personnes d'intérêt. Ils ont commencé à explorer la théorie selon laquelle William aurait pu mourir accidentellement à la suite d'une chute et ils ont entamé des fouilles sur la propriété de la grand-mère d'accueil. Des éléments cruciaux ont été découverts et envoyés pour des analyses médico-légales. En avril 2022, la mère d'accueil de William a été inculpée pour avoir fourni de fausses informations à la Commission contre le crime de la Nouvelle-Galles du Sud. En juin 2023, la police a recommandé de potentielles charges contre elle pour obstruction à la justice et manipulation d'un cadavre. Ils soupçonnent que William pourrait être décédé accidentellement et qu'elle aurait dissimulé les faits. L'enquête sur la disparition de William a débuté en 2018 et a duré 18 mois avant d'être suspendue en octobre 2020. Les conclusions de la coroner adjointe de l'État, Harriet Graham, étaient attendues en juin 2021, mais ont été retardées en raison de nouvelles investigations policières. À la mi-2023, les détectives ont remis un dossier de preuve au directeur des poursuites publiques, DPP, recommandant des poursuites contre la mère d'accueil de William. Début 2024, le DPP n'avait pas encore décidé s'il y aurait des inculpations. L'enquête est désormais prévue pour reprendre plus tard cette année avec de nouvelles audiences. Au cours de l'enquête, d'autres individus ont également été ciblés. Dans les premiers stades, la police s'était concentrée sur William Spedding, un réparateur de machines à laver qui avait visité la maison des grands-parents d'accueil de William peu avant la disparition du garçon. Spedding a été publiquement désigné comme principal suspect et la police l'a poursuivi pour des infractions sexuelles sur des enfants datant des années 1980. Cependant, ces accusations se sont révélées infondées. Il a été acquitté des accusations en 2018, mais les dommages causés à sa réputation et à sa vie ont été considérables. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, la police s'est à nouveau concentrée sur les parents d'accueil de William. Ils ont obtenu des mandats pour installer des dispositifs d'écoute dans leur domicile, espérant recueillir des preuves. La théorie publique de la police suggérait que William aurait pu tomber d'un balcon et que sa mère d'accueil aurait disposé de son corps. Elle a nié toute implication dans la disparition de William et a exhorté la police à se concentrer sur la recherche des véritables responsables. L'affaire a connu de nombreux rebondissements et théories au fil des ans, mais William Tyrrell reste porté disparu. Le 10 décembre 2023, à Medellín, en Colombie, Tuger Xiong, un humoriste de 50 ans et militant de la communauté Hmong, originaire du Minnesota, effectuait un voyage qu'il avait déjà fait de nombreuses fois. Connu pour son humour et son engagement en faveur de la diversité culturelle, Xiong aimait la Colombie. Il s'y rendait souvent pour profiter des fêtes et retrouver des amis. Mais ce voyage allait être son dernier. Tuger Xiong est né au Laos en 1973. Sa famille a fui en Thaïlande en tant que réfugié quand il avait 2 ans. Après 4 années dans un camp de réfugiés, ils se sont installés à Saint Paul, dans le Minnesota. Xiong a grandi dans les Twin Cities, devenant une figure respectée dans la communauté Hmong. Il a été major de sa promotion au lycée Humboldt et diplômé en sciences politiques du Carleton College. Connu comme le seul humoriste Hmong en Amérique, Xiong utilisait sa plateforme pour célébrer la diversité culturelle et lutter pour la justice. Ce soir-là, Xiong est sorti pour rencontrer une femme avec qui il avait échangé sur les réseaux sociaux. Ils avaient convenu de se retrouver dans un lieu public, une pratique courante à Medellín, ville à la fois célèbre pour sa beauté et ses dangers. Xiong était prudent, mais il n'aurait jamais pu prévoir les événements horribles qui allaient suivre. Au fil de la soirée, Xiong s'est retrouvé entouré par un groupe d'hommes. Ils l'ont kidnappé, ligoté et emmené dans un appartement dans le quartier de Robledo à Medellín. Ils ont exigé une rançon de 2000 $, soit environ 8 millions de pesos colombiens. Xiong a réussi à appeler son frère et resté aux États-Unis. Sa voix était empreinte de peur lorsqu'il a communiqué les exigences des ravisseurs. Sa famille, désespérée de le sauver, a rapidement réuni l'argent et l'a envoyé sur le compte d'une femme, comme l'avaient exigé les ravisseurs. Mais ce paiement n'a pas permis de le libérer. Le 11 décembre 2023, le corps sans vie de Xiong a été découvert dans une zone boisée. Il avait été poignardé plus d'une douzaine de fois, frappé à la tête et jeté d'une hauteur de 18 mètres. La nouvelle de la mort de Xiong a choqué la communauté de Saint-Paul. Amis, familles et responsables locaux ont exprimé leur chagrin et leur indignation. Les autorités colombiennes ont agi rapidement. 3 adultes et un adolescent ont été arrêtés et inculpés pour enlèvement aggravé à des fins d'extorsion et homicide aggravé.
Les suspects ont été identifiés comme étant Charit Gisela Mejia Martinez, Santiago Bustamante Londoño et Andrés Hincapié Obregón. Tous trois ont nié les charges, mais un adolescent de 17 ans avait déjà avoué sa participation au crime. Les détails des dernières heures de Xiong étaient terrifiants. Menacé avec une arme, ligoté et poignardé à plusieurs reprises, il a enduré une terreur inimaginable. Malgré le paiement rapide de la rançon par sa famille, les ravisseurs n'ont montré aucune pitié. La brutalité du crime a choqué tous ceux qui le connaissaient. Le service commémoratif de Xiong s'est déroulé sur 3 jours, conformément à la tradition Hmong. Des centaines de personnes en deuil se sont rassemblées pour lui rendre un dernier hommage. Son frère, a parlé de l'amour profond de Xiong pour sa communauté et de son esprit inflexible dans la lutte pour la justice. « C'est triste, ma famille est triste », a-t-il dit, mais nous sommes heureux de pouvoir enfin tourner la page sur sa vie et aller de l'avant. Il avait donné plus de 1600 présentations dans 48 États, diffusant rire et sensibilisation culturelle. L'impact de Xiong allait bien au-delà du Minnesota. Il était connu pour son activisme, il avait organisé des manifestations, notamment en 2007, lorsqu'il avait réclamé justice après qu'un homme blanc eût tué un chasseur Hmong dans le Wisconsin. En 2021, il avait soutenu un rassemblement pour un Hmong tué par les forces de l'ordre en Californie. Il avait aussi contribué à renforcer la solidarité entre la communauté Hmong et le mouvement Black Lives Matter. Les sénatrices américaines Tina Smith et Amy Klobuchar ont toutes deux exprimé leurs condoléances et assuré que leur bureau travaillait avec les autorités pour garantir que justice soit rendue à Xiong. À la suite de sa mort, la famille de Xiong a annoncé son intention de créer une fondation à son nom. Cette fondation poursuivrait le travail de Xiong en faveur de la promotion de la diversité culturelle et de la justice sociale. Alors que l'enquête se poursuivait, la communauté s'est unie. Sa vie, bien que tragiquement écourtée, avait laissé une empreinte indélébile sur tous ceux qu'il avait rencontrés. Sa capacité à rassembler les gens par l'humour et le récit était incomparable. Le 20 mars 2024, Ryan Joseph Ralph et sa petite amie Shona Morgan montèrent à bord d'un train de nuit à Bangkok. Ils étaient excités, prêts pour leur voyage vers l'île de Koh Tao, tristement surnommée l'île de la mort. Ce voyage était spécial pour fêter les 24 ans de Ryan. Shona, une jeune Irlandaise du Nord, âgée de 22 ans, avait pris l'avion pour la Thaïlande afin de célébrer cet événement avec Ryan, qui voyageait dans le pays depuis le 17 février. Le train était composé de wagons anciens et vétustes. Quelques heures après le départ, Ryan laissa Shona se reposer et se dirigea vers l'extrémité du wagon pour fumer une cigarette. Ryan atteignit le bout du wagon. Là, une cigarette à la main, il se retrouva face à l'extrémité ouverte du wagon, sans aucune porte pour le séparer des rails en contrebas. C'était une position précaire, mais Ryan cherchait un moment de solitude. Il se pencha légèrement, savourant le mélange de l'air frais de la nuit et la fumée de sa cigarette. Soudain, le train fit un brusque mouvement. Ryan perdit l'équilibre et tomba de l'extrémité ouverte du wagon. La vitesse du train et la rugosité du sol le traînèrent un moment le long des rails. Il essaya de se protéger, mais la force était trop puissante. Le train continua sa route, ignorant la tragédie qui venait de se produire. Le lendemain, le 21 mars, à la gare de Chet Samian dans la province de Ratchaburi, un travailleur ferroviaire cambodgien nommé Makala fit une découverte terrifiante. Pendant sa pause, il aperçut un corps allongé dans la terre. Au début, il crut qu'il s'agissait de quelqu'un qui dormait. En s'approchant, il réalisa que la personne ne respirait pas. Pris de panique, Makala courut avertir son supérieur. Le corps fut identifié comme étant celui de Ryan Joseph Ralph. Il fut retrouvé torse nu, portant un short marron et un collier. De graves blessures marquaient ses 2 jambes. Dans sa poche, la police trouva un portefeuille contenant divers documents et des billets thaïlandais. Selon l'enquête préliminaire, aucun signe d'agression ne fut relevé. Shona, la petite amie de Ryan, s'était réveillée 1 heure après son départ pour fumer. Elle s'inquiéta immédiatement en ne le trouvant pas. Elle chercha partout dans le train, le cœur battant, mais aucune trace de Ryan. Désespérée, elle descendit à la gare suivante et signala sa disparition à la police locale vers 22h30. Les autorités lancèrent une recherche, utilisant le GPS du téléphone de Ryan pour explorer une section de 30 km de voie entre la gare de Klong Bang Tan et celle de Ban Kluai. Le lendemain matin, les officiers de la station de police de Photaram reçurent un rapport concernant un corps étranger trouvé sous la plateforme de la gare de Chet Samian. Lorsque la police arriva sur les lieux, elle constata la présence de sang séché sur le côté de la plateforme et sur le gravier. Dans l'espace sous la plateforme, le corps de Ryan gisait dans la terre. Non loin de lui,
se trouvaient ses écouteurs, son smartphone et ses sandales. La zone était mal éclairée et la plateforme se trouvait à seulement 50 cm des rails, une proximité dangereuse pour tout train en mouvement. Le corps de Ryan fut transporté à l'Institut médico-légal pour une autopsie. Les détails furent envoyés à l'ambassade du Canada pour informer ses proches de son décès. Shona était dévastée, elle était venue en Thaïlande pour créer des souvenirs heureux, mais elle se retrouva au contraire avec la douleur de perdre son petit ami de manière si tragique. Le voyage de rêve à Koh Tao, connu pour ses magnifiques plages mais aussi pour son histoire sombre, s'était terminé dans la tristesse. Le 19 octobre 2023, Nancy Ng, 29 ans, visitait le lac Atitlan au Guatemala. Nancy, enseignante de Monterey Park en Californie, participait à la retraite de yoga Be the Change, un séjour qu'elle avait déjà apprécié l'année précédente. Elle s'attendait à y trouver paix et tranquillité, mais rencontra mystère et tragédie. La famille de Nancy eut de ses nouvelles pour la dernière fois le 14 octobre lorsqu'elle confirma son arrivée en toute sécurité au Guatemala et précisa qu'elle mettrait son téléphone en mode avion. 5 jours plus tard, Nancy disparut lors d'une sortie en kayak. Le matin du 19 octobre, Nancy se joignit à 10 autres participants de la retraite pour une excursion en kayak sur le lac Atitlan. Ils louèrent des kayaks et des paddleboards auprès de Kayak Guatemala, une entreprise appartenant à Lee et Helen Bill. Les Bill rapportèrent que le groupe resta d'abord uni, mais Nancy et une autre femme, Christina Blazek, pagaillèrent plus loin sur le lac. Blazek, une avocate commise d'office du comté de San Bernardino, fut la dernière à voir Nancy. Le temps se gâta, provoquant des vagues et des courants forts. Blazek mit en garde Nancy de ne pas nager, mais celle-ci l'ignora, entra dans l'eau et poussa son kayak au loin. Blazek tenta de récupérer le kayak de Nancy, mais la perdit de vue. Blazek pagailla de retour vers la rive pour demander de l'aide. Un signal de détresse fut envoyé, mais il était trop tard. Nancy avait disparu sous les eaux du lac Atitlan. La famille de Nancy fut informée par l'organisateur de la retraite et se rendit immédiatement au Guatemala. Ils contactèrent la police locale, les procureurs et engagèrent une équipe privée de recherche et de sauvetage pour fouiller le lac. Malgré les efforts des équipes locales de pompiers et de secours, du FBI et d'une entreprise privée de recherche, aucune trace de Nancy ne fut retrouvée. La famille de Nancy trouva frustrant le silence des autres participants à la retraite. Les Bill notèrent que le groupe quitta le Guatemala moins de 12 heures après la disparition de Nancy, sans même payer la location des kayaks. L'avocat de Blazek, Chris Gardner, affirma que sa cliente avait fait tout son possible pour aider, parlant à la police guatémaltèque et fournissant un compte-rendu détaillé. Cependant, la famille de Nancy eut du mal à vérifier cette version, ne trouvant aucun document relatant la déclaration de Blazek. La famille tenta à plusieurs reprises de contacter Blazek, mais elle resta silencieuse jusqu'à près d'un mois après la disparition de Nancy. Par l'intermédiaire de son avocat, elle invoqua le traumatisme. De nouvelles allégations firent surface au cours de l'enquête. La famille Ng engagea un avocat guatémaltèque et soupçonna qu'un pot de vin avait conduit à l'omission de la déclaration de Blazek des dossiers officiels. Gardner rejeta ces allégations, affirmant que Blazek avait quitté le pays sur un vol prévu en raison de fermetures de routes et de troubles civils au Guatemala. Il insista sur le fait que Blazek avait été coopérative. La famille de Nancy ne comprenait pas pourquoi Blazek n'avait pas partagé les détails plus tôt, croyant que cela aurait pu grandement aider les efforts de recherche. L'enquête révéla de graves préoccupations concernant la sécurité chez Kayak Guatemala. Plusieurs participants, dont Blazek, affirmèrent que l'entreprise n'avait fourni ni gilet de sauvetage ni instructions de sécurité. Helen Bill affirma que des gilets de sauvetage avaient été proposés mais refusés par le groupe. Cependant, les participants assurèrent qu'aucun gilet de sauvetage n'était visible ni offert. Le participant anonyme se souvint s'être senti pressé et mal à l'aise, notant l'absence de briefing de sécurité ou d'instructions sur la manière de manœuvrer leur embarcation. Il mentionna également une barrière linguistique qui aurait contribué au manque de communication sur la sécurité. Une chronologie de la dernière journée de Nancy fut établie. Le groupe partit dans la matinée et Nancy ainsi que Blazek se séparèrent du reste des participants. La dernière fois que l'on aperçut Nancy, elle admirait le paysage confiante dans son kayak. La famille Ng était déterminée à trouver des réponses malgré les risques encourus. Ils ne comprenaient pas pourquoi Blazek et les autres participants n'étaient pas restés pour aider à restreindre la zone de recherche. Le silence et le manque de coopération des témoins n'ont fait qu'accentuer leur douleur. Le 7 avril 2019, Myriam Belt est arrivée sur l'île de Koh Sichang en Thaïlande. Myriam, une Allemande de 26 ans originaire de Hildesheim, explorait la Thaïlande profitant de ses vacances. Elle avait pris un ferry depuis la ville de Pattaya, cherchant une journée paisible sur cette île tranquille. Sans le savoir, cette destination allait bientôt devenir le théâtre d'un crime horrible. Myriam a loué une moto pour explorer l'île.
Elle se promenait, profitant des vues pittoresques, et a finalement atteint un monument en pierre historique, un lieu touristique populaire. Alors qu'elle se baladait sur le site, Ronakorn Romruen l'a abordé, un homme local de 24 ans qui travaillait comme nettoyeur de plage. Sous l'emprise de la méthamphétamine, Ronakorn a entamé une conversation avec Myriam et a rapidement commencé à la harceler pour qu'elle se livre à des actes inappropriés. Lorsqu'elle a refusé, il l'a suivie dans une zone boisée à proximité. Désespérée et effrayée, Myriam a tenté de fuir, mais Ronakorn l'a rattrapée. Il l'a immobilisée au sol et a brutalement abusé d'elle. Myriam s'est débattue, mais son agresseur était impitoyable. Pour la faire taire et l'empêcher de signaler l'agression, Ronakorn a ramassé une grosse pierre et a commencé à lui fracasser le visage. Il l'a frappée à plusieurs reprises, s'assurant qu'elle soit morte. La brutalité de l'attaque lui a laissé une jambe cassée. Après avoir tué Myriam, Ronakorn a tenté de dissimuler son corps, la recouvrant partiellement de feuilles et de pierres dans une tentative grossière de la cacher. Il a ensuite quitté les lieux, retournant chez lui pour laver ses vêtements tachés de sang. Plus tard dans la journée, un habitant a découvert le corps de Myriam. Son visage était à peine reconnaissable en raison de l'attaque brutale. L'île, habituellement un havre pour les touristes, a été immédiatement bouclée par la police. La nouvelle du meurtre atroce s'est rapidement répandue, choquant toute la petite communauté et au-delà. La police a agi rapidement. Ils ont examiné les images de vidéosurveillance et interrogé des témoins, identifiant rapidement Ronakorn comme principal suspect. Il avait été vu quittant la scène avec du sang sur ses vêtements. Un vendeur de fleurs qui connaissait Ronakorn a également signalé l'avoir vu couvert de sang. La police l'a retrouvé chez lui, où il regardait tranquillement la télévision, fumait des cigarettes et buvait de la bière. Ronakorn a été arrêté et placé en garde à vue. Lors de son interrogatoire, il a avoué le crime, admettant qu'il avait violé et tué Myriam alors qu'il était sous l'emprise de drogue. Il ne montrait aucun remords, expliquant qu'il l'avait tuée pour l'empêcher de signaler le crime. Le lendemain, lors d'une conférence de presse dans la province de Chonburi, Ronakorn a reconstitué le crime pour les autorités. Avec un sac bleu sur la tête, il a démontré comment il avait utilisé la pierre pour tuer Myriam, laissant les spectateurs sous le choc. Le colonel de police Ankul Sarakul, s'exprimant lors de la conférence, a confirmé les détails de l'aveu de Ronakorn. C'est ainsi qu'il a fait. C'est ainsi qu'il a tué la touriste. Il a utilisé une pierre pour la frapper au visage, a-t-il déclaré. La police a accusé Ronakorn de meurtre prémédité, de viol et de dissimulation de cadavres. La mère de Ronakorn, Nongluk Phosing, âgée de 43 ans, lui a rendu visite en prison la nuit de son arrestation. Elle lui a apporté des vêtements et a exprimé son choc et sa tristesse face aux actes de son fils. En s'adressant aux journalistes, elle a déclaré « Mon fils et moi ne vivions pas ensemble, donc je ne savais pas vraiment ce qu'il faisait habituellement dans la journée. Je savais seulement qu'il travaillait sur un bateau et ramassait les déchets sur les plages. C'est un gars calme qui ne parle pas beaucoup. Il aime rester seul à la maison en regardant la télévision et en écoutant de la musique comme la plupart des gars. Je présente mes excuses les plus sincères à la famille de la jeune fille au nom de mon fils. Je n'aurais jamais pensé qu'il pourrait faire une chose pareille. » Le 11 juillet 2019, le tribunal provincial de Chonburi a rendu son verdict. Le tribunal a reconnu Ronakorn coupable de meurtre prémédité, de viol, de consommation de drogue et de dissimulation de cadavres. La nature du crime était si grave que le tribunal a statué qu'aucune circonstance atténuante n'était possible. Le 19 octobre 2023, Gregory Stewart Owens, un chauffeur retraité de UPS âgé de 59 ans, originaire de Chattanooga, Tennessee, célébrait son anniversaire à Carthagène, en Colombie. Owens avait choisi de passer cette journée spéciale dans cette ville. Cependant, la soirée a tragiquement viré au drame lorsqu'il est devenu la victime d'un violent vol qui lui a coûté la vie. Près du centre-ville de Carthagène, deux hommes se sont approchés d'Owens, visant une chaîne en or précieuse qu'il portait. Des images de vidéosurveillance montrent Owens résistant de toutes ses forces pour protéger son collier chéri. La situation a dégénéré et Owens a tenté de fuir, mais les voleurs l'ont abattu de plusieurs balles à la tête et à la poitrine. Grièvement blessé, il a été transporté d'urgence dans un hôpital voisin, mais a succombé à ses blessures quelques heures plus tard. Dans les jours qui ont suivi, la police nationale colombienne, avec l'aide de l'immigration et des douanes américaines et des forces de l'ordre local, a lancé une enquête intensive. Le 4 novembre, 3 suspects ont été arrêtés. Juan Camilo Valoyes, surnommé El Cab, Wilmer Flores, surnommé Chatara, et David Junior Pérez, surnommé El Junior. Ces hommes ont été accusés d'homicide aggravé, d'activités illégales avec des armes à feu, de vol et de recel de biens volés. Quelques jours plus tard, les autorités colombiennes ont arrêté un 4e suspect dont l'identité n'a pas été dévoilée. La famille de Gregory Owens à Chattanooga a été dévastée par la nouvelle.
Sa sœur, Deborah Wertham, a parlé de lui avec tendresse. Ramener le corps d'Owens aux États-Unis a été un véritable défi. Un membre de la famille a dû se rendre en Colombie pour identifier son corps et l'épouse bilingue d'Owens a joué un rôle crucial en traduisant les appels à distance. La sénatrice américaine du Tennessee, Marsha Blackburn, le représentant du 3e district du Tennessee, Chuck Fleischmann, et l'ambassade américaine en Colombie ont aidé à accélérer le processus. Après 2 longues semaines, le corps d'Owens a finalement été rapatrié à Chattanooga. Un lâcher de ballon a été organisé en l'honneur d'Owens, réunissant des membres de sa famille, des amis et d'anciens collègues pour lui rendre hommage. Son fils, Corey Owens, a exprimé sa gratitude pour le soutien et les condoléances des citoyens de Carthagène. L'impact de Gregory Owens s'est fait ressentir non seulement dans sa ville natale, mais aussi à Carthagène, où il avait fait une différence positive dans la vie d'une famille locale. Son ancien collègue, Conley Mercer, a raconté comment Owens avait pris une famille locale sous son aile, leur fournissant nourriture et soutien. Le 11 novembre, un service commémoratif a été organisé pour Gregory Owens à l'église baptiste Mount Canaan, où famille et amis se sont réunis pour célébrer sa vie et pleurer sa perte. L'éloge funèbre a été prononcé par la pasteure Sandra Faye Wilkes, l'une des sœurs d'Owens. Bien que les suspects soient en détention, la famille Owens estimait que la peine potentielle pour les hommes responsables de la mort de Gregory était insuffisante. Ils ont décidé de porter plainte contre le gouvernement colombien, affirmant que davantage aurait dû être fait pour éviter cette tragédie. Des experts juridiques ont expliqué que rechercher la justice serait un processus long et coûteux. La famille Owens est restée déterminée dans sa quête de justice. Elle était résolue à tenir les responsables de cette tragédie pour compte. Le soutien de leur communauté, tant à Chattanooga qu'à Carthagène, leur a apporté force et réconfort en ces moments difficiles. À mesure que l'enquête avançait, de nouveaux détails sont apparus. Un 5e suspect a été arrêté, portant le nombre total de personnes en détention à 5. Tous les 5 ont maintenu leur innocence malgré des propositions de négociation. S'ils étaient reconnus coupables, ils risquaient une peine maximale de 33 ans de prison. La bataille judiciaire de la famille ne portait pas seulement sur la recherche de justice pour Gregory Owens, mais aussi sur la prévention d'autres tragédies similaires. Andrew Massengill, un ancien collègue d'Owens, a souligné ce point en disant « Nous ne voulons pas qu'une autre famille américaine traverse ce que nous avons dû endurer. C'est pour cela que nous nous battons. » C'était le 11 janvier 2007, lorsque l'aventurier australien de 38 ans, Andrew Macaulay, entreprit son plus grand défi. Un voyage en kayak en solitaire à travers la mer de Tasmanie, reliant l'Australie à la Nouvelle-Zélande. Connu pour son esprit audacieux et son amour des aventures extrêmes, Andrew était un alpiniste et kayakiste expérimenté avec de nombreuses prouesses dangereuses à son actif. Andrew est né le 7 août 1968 à Goulburn, en Nouvelle-Galles du Sud. En grandissant dans le Queensland avec son frère Michael, il se fit connaître pour sa personnalité intrépide, s'adonnant à des activités telles que la natation, l'escalade d'arbres et les sauts de falaise. Cet esprit d'aventure l'accompagna jusqu'à l'âge adulte, l'amenant à relever des défis de plus en plus palpitants. À la fin des années 1990, lors d'un voyage d'alpinisme en Patagonie, Andrew découvrit sa passion pour le kayak. Une tempête soudaine força son groupe à naviguer à travers les fjords chiliens en kayak, ce qui éveilla son intérêt pour ce sport. Dès lors, il s'attaqua à des défis de kayak de plus en plus difficiles, y compris une traversée directe et sans escale du détroit de Bass en 2003, un périple qui prit 35 heures. Un autre exploit notable fut son voyage de près de 530 km à travers le golfe de Carpentarie dans le nord de l'Australie, un périple qui lui prit une semaine. Ses efforts lui valurent le titre d'aventurier de l'année décerné par la Société géographique australienne en 2005. Avec un tel palmarès, beaucoup pensaient qu'Andrew réussirait à traverser la mer de Tasmanie. Ce dangereux bras de mer entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande avait fait échouer toutes les tentatives précédentes. Sa première tentative en décembre 2006 fut interrompue après une seule nuit en raison de conditions glaciales qui provoquèrent une hypothermie. Indemne, il modifia son équipement et repartit le 11 janvier 2007 avec un kayak Mirage spécialement isolé, conçu pour dormir à l'intérieur. Ce kayak, équipé d'une coque en fibre de verre jaune surnommée Casper, était conçu pour le protéger lors des tempêtes violentes et lui permettre de dormir à l'abri.
Andrew resta en contact régulier avec ses amis et sa famille à travers des photos et des vidéos. Dans l'un de ses premiers enregistrements, il exprimait un mélange d'excitation et d'appréhension, déclarant « C'est une aventure incroyable, si j'y arrive. C'est plus intense que je ne l'avais imaginé. J'espère juste ne pas avoir visé trop haut. » Près d'un mois après le début de son périple, Andrew fit face à une tempête violente au large des côtes néo-zélandaises. Il passa plus de 27 heures à l'intérieur de son kayak, affrontant des vagues implacables qui firent plusieurs tonneaux avec son embarcation et l'entraînèrent sous l'eau à plus de 9 mètres de profondeur. Malgré ces conditions effrayantes, il sortit de la tempête. Le 8 février 2007, Andrew envoya un message à sa femme Vicky disant « À dimanche 9h, sa famille et ses amis se préparaient avec impatience à son arrivée à Milford Sound, en Nouvelle-Zélande, prévoyant une petite célébration. Cependant, Andrew n'atteignit jamais la côte. Le 9 février, la garde côtière néo-zélandaise reçut un message radio brouillé et incohérent. D'abord considéré comme un simple contrôle de routine, le message fut ensuite déchiffré, révélant les mots « aide » et « je coule ». Ce soir-là, ils retrouvèrent le kayak retourné d'Andrew à environ 55 km de Milford Sound. Le kayak était largement intact, avec seulement des dommages mineurs, mais Andrew était introuvable. Sa pagaie, son téléphone, son GPS et sa radio d'urgence se trouvaient toujours à l'intérieur du kayak, mais la coque Casper manquait. Les recherches se poursuivirent jusqu'au 12 février, puis furent abandonnées. Andrew Macaulay fut présumé mort et sa famille ainsi que ses amis durent affronter le mystère de sa disparition. Paul Hewitson, le fabricant du kayak d'Andrew, supposa qu'Andrew avait pu chavirer alors que Casper n'était pas correctement fixé, entraînant le remplissage du kayak avec de l'eau et la séparation d'Andrew. D'autres théories suggérèrent qu'une vague déferlante aurait pu frapper, provoquant la séparation d'Andrew de son kayak. Malgré les recherches approfondies et la récupération de son équipement, le corps d'Andrew ne fut jamais retrouvé. Le 26 février 2007, une cérémonie commémorative fut organisée pour Andrew au phare de Macquarie à Sydney, surplombant la mer de Tasmanie. Environ 400 amis et membres de la famille se rassemblèrent. Lors de la cérémonie, les derniers mots glaçants d'Andrew furent partagés « J'ai peut-être visé trop haut ». Le 17 octobre 2022, dans le quartier Belén Los Alpes à Medellín, en Colombie, Nicolas Vincent Flatt, un homme de 56 ans originaire de Springfield, Massachusetts, était un voyageur passionné et un coureur assidu. Il avait loué un appartement dans ce quartier le 22 septembre 2022. Nicolas avait déjà visité Medellín en 2018 et 2021 et ses réseaux sociaux étaient remplis d'images de ses voyages en Colombie, au Mexique et au Brésil. Les voisins connaissaient Nicolas comme quelqu'un de sympathique et sociable. Cependant, à partir de la deuxième semaine d'octobre, ils remarquèrent quelque chose d'étrange. Nicolas n'avait pas été vu depuis plusieurs jours. Une odeur nauséabonde commença à émaner de son appartement, devenant chaque jour plus forte. Le 17 octobre, vers 17h15, les voisins inquiets décidèrent d'aller vérifier ce qui se passait. L'odeur était insupportable. Ils forcèrent l'entrée de son appartement. Là, ils trouvèrent Nicolas allongé sur son lit, sans vie et en état de décomposition. Les voisins appelèrent immédiatement la police. Nicolas Vincent Flatt était citoyen américain, né à Boston, mais il avait vécu de nombreuses années à Springfield. Ses profils sur les réseaux sociaux reflétèrent son amour pour les voyages et la course à pied. Ses amis et sa famille étaient habitués à recevoir régulièrement des nouvelles de lui, documentant ses aventures. Nicolas avait pour habitude de mettre à jour ses réseaux sociaux et de rester en contact avec ses proches. Son silence soudain était inhabituel. Les appels et les messages restaient sans réponse. Au fil des jours, l'inquiétude se transforma en alarme, poussant ses voisins à Medellín à agir. Lorsque la police entra dans l'appartement, ils furent confrontés à une scène terrifiante. Le corps de Nicolas Flatt se trouvait sur son lit et l'odeur indiquait qu'il était mort depuis plusieurs jours. Les officiers effectuèrent une fouille minutieuse de l'appartement, mais ils ne trouvèrent aucun signe de violence ni d'effraction. Tout semblait normal, à l'exception de cette découverte tragique. Les autorités transportèrent le corps de Nicolas à la morgue pour une autopsie. L'absence initiale de blessures visibles laissait de nombreuses questions sans réponse. Qu'est-ce qui avait pu provoquer la mort soudaine d'un homme apparemment en bonne santé, connu pour son mode de vie actif ? La nouvelle de la mort de Nicolas se répandit rapidement, provoquant une onde de choc dans la communauté des expatriés à Medellín, ainsi que parmi ses amis et sa famille aux États-Unis. Nicolas était le 27e étranger à mourir dans la vallée d'Abura cette année-là, dont 25 décès à Medellín. Cette statistique révélait une tendance préoccupante que les autorités locales cherchaient à résoudre.
Ces derniers mois, Medellín avait vu une augmentation des crimes visant les étrangers. Les criminels utilisaient souvent des applications comme Tinder pour attirer leurs victimes. Quelques mois auparavant, la police métropolitaine de la vallée d'Aburrá avait arrêté 5 individus, 3 femmes et 2 hommes, soupçonnés de faire partie d'un gang qui ciblait et extorquait des étrangers. Bien qu'il n'y ait pas eu de preuves immédiates suggérant que la mort de Nicolas soit liée à un acte criminel, les autorités ne pouvaient écarter aucune possibilité tant que les résultats de l'autopsie n'étaient pas disponibles. L'affaire de Nicolas Flatz attira une attention médiatique importante, tant au niveau local qu'international, en raison des circonstances mystérieuses entourant sa mort. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, l'attention se porta sur l'autopsie. Les médecins légistes devaient déterminer si Nicolas était mort de cause naturelle, d'un accident ou de quelque chose de plus sinistre. L'absence de blessures visibles compliquait l'affaire, rendant l'autopsie essentielle pour résoudre le mystère. Dans les semaines suivant la mort de Nicolas, les autorités restèrent vigilantes. Elles étaient déterminées à fournir des réponses à sa famille et à garantir la sécurité des autres visiteurs étrangers. La famille de Nicolas attendait les résultats de l'autopsie avec le cœur lourd. Ils se souvenaient de lui comme d'un esprit aimant et aventurier qui profitait de la vie pleinement. Ses nombreux voyages et son style de vie actif étaient la preuve qu'il avait mené une belle vie. Désormais, ils avaient besoin de savoir ce qui l'avait emporté si soudainement.